sans qu'il y ait des résistances, c'est normal que la société résiste. Les systèmes doivent s'adapter. Est-ce qu'elle ne résiste pas plus fort maintenant ? Non, je ne pense pas. Si on prend les métiers à tisser qui ont été brûlés par, comment dirais-je, par les travailleurs français quand ils sont arrivés d'Angleterre, c'était exactement la même chose. Et ça a pris des décennies. Donc on est dans une configuration dans laquelle les résistances sont là, elles sont normales, mais par rapport à la révolution qu'elles engendrent, que la technologie engendre et que ces nouvelles technologies engendrent, je pense que les résistances ne sont pas disproportionnées. Joost ? Ouais, je suis d'accord avec Bruno. Je pense que c'est normal. C'est dans l'histoire aussi que le changement, l'innovation a toujours obtenu quelques résistances. Maintenant, avec la vitesse des changements qui est plus vite qu'avant, oui, il y a des résistances, mais je veux croire que finalement, on va arriver dans un monde plus innovatif qu'avant. Juste un petit clin d'œil. Je pense aussi qu'à l'époque des autres révolutions industrielles, il n'y avait pas de globalisation, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et donc, juste pour faire le lien par rapport au tweet et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a aussi une perception que c'est peut-être cette transformation, cette résistance, ces turbulences sont plus grandes, parce qu'à l'époque, on n'avait pas une vue aussi globale de par justement toutes ces technologies qui permettent d'avoir un débat et à chaque citoyen de participer à ce débat. C'est ça. Bruno ? Ces résistances sont saines. Mais fortes. Comment comparer quelque chose qui s'est passé il y a un siècle, il y a 2 siècles, avec ce qui se passe maintenant dans le monde globalisé ? Je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, elles ne sont pas disproportionnées, il faut les gérer. On a eu 2 signaux en 2016 fondamentalement importants. Un Brexit qui est passé relativement inaperçu, et ensuite l'élection de Trump qui a créé, même au niveau de la Commission européenne, une prise de conscience qu'il faut une politique sociale, une politique économique plus inclusive et que l'innovation doit être aussi plus inclusive. Eh bien, c'est normal, ces résistances soient là et qu'on doive y apporter des réponses. Et encore une fois, la meilleure réponse, c'est l'éducation. C'est préparer les générations futures à être des acteurs et pas à subir cette nouvelle économie. Alors, la notion qui est sous-jacente, en tout cas dans le titre, c'est celle de maître du monde. Les maîtres du monde, quand on les voit dans les films, en général, ils sont dingues. Ils imaginent plein de choses intéressantes, mais ils sont quand même un peu dingues. Et souvent, ça finit mal. Est-ce que maître du monde, c'est pas quelque chose qui est finalement un peu dangereux, y compris pour la démocratie ? Il y avait quelqu'un qui mettait sur Twitter... Bon, d'accord, c'est bien de vouloir être global, de donner l'Internet à tous, mais si on n'en veut pas ? Alors, 2 choses. Il y a la réalité et la perception des choses. Moi, je peux, au nom de Google, dire qu'il n'y a personne qui se considère comme le maître du monde chez Google. Et je disais tout à l'heure dans mon discours que nous avons l'intime conviction qu'un jour, une nouvelle start-up qui n'existe peut-être pas encore aujourd'hui, prendra la place du Google actuel. Et c'est ce qui fait peut-être un peu la beauté de notre société aujourd'hui, c'est que la technologie rend ce genre de surprise possible. Et donc, nous, on est très humbles, très je dirais craintif même. Bruno, est-ce que tu veux bien ne pas être d'accord pour Tu es conscient que... Moi, je ne suis pas du tout... Est-ce qu'on peut faire un petit test ? Est-ce que vous pouvez lever le bras si vous pensez que dans les 10 prochaines années, il y a une start-up qui va détrôner Google ? Qui croit ça ? Ok, donc il y a des gens qui le croient. Moi, j'ai tellement difficile à croire ça. Et c'est pas un jugement de valeur, hein. Il y a tellement de cas d'école aujourd'hui qui sont enseignés dans les écoles de marketing qui montraient qu'à l'époque où Kodak était le grand leader de la photo, à l'époque où je ne sais quel autre acteur dans une autre industrie lourde était juste absolument indétrônable. Et l'histoire a montré que, voilà. Et cette start-up qui pourrait remplacer Google, elle ne risque pas de se faire racheter avant ? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Alors... je sais pas. Non, mais il y a 2 choses. Non, il y a 2 choses. Je pense que aujourd'hui, il y a heureusement un cadre législatif qui fait qu'à un moment, il y a des règles à respecter. Et je pense qu'il y a justement, on parlait aujourd'hui des monopoles et des possibles abus de dominance, des règles qui font qu'il y a des acquisitions qui ne sont simplement pas possibles de par ce contexte. Et deuxièmement, nous n'avons pas la prétention de pouvoir toujours anticiper le joyau qui ne brille pas encore et qui deviendra justement peut-être une grande société successful. On peut pas toujours. Toutes nos acquisitions ne se sont pas forcément toutes bien passées. Je peux donner beaucoup d'exemples qui sont même très mal finis. Ouais.
Joost, le modèle de Uber, c'est de toute façon aussi d'être global et mondial. Oui, Et est-ce qu'il y a la place là-dedans pour des concurrents? absolument. Si nous regardons les marchés qui sont plus développés que l'Europe pour l'instant, où les marchés sont plus libéralisés, pensons aux États-Unis, pensons au Moyen-Orient, ou même en Chine, où il y avait des concurrences très très lourdes pour Uber, où nous avons même constaté que dans certains cas, le joueur local, il a certains avantages parce que eux, ils sont dans une meilleure position pour localiser leur application et leurs services, des choses que nous, comme société globale, ont parfois des difficultés. D'accord Uber, avec par ça? exemple, au Japon, où le chauffeur japonais est tellement orienté par rapport au problème du client que Uber s'est retiré à un moment. Ça, c'est un exemple. Par contre, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est uniquement raisonner en termes de concurrence. Aujourd'hui, les substituts, ceux qui changent les règles du jeu, sont tout aussi importants que les concurrents. Et on voit beaucoup de startups qui nous disent « je suis focalisé sur les concurrents », alors que nous, on dit « écoute, tu dois aller plus loin dans la réflexion, les substituts ». Je pense que Uber vient prendre une position, mais le concurrent d'Uber, il est beaucoup plus large. C'est les voitures partagées e-drive, c'est Zencar, c'est l'ensemble de tous ces modes de transport qui évoluent, et on ose espérer que les transports publics vont progressivement aussi s'adapter. Ce que moi, j'aime particulièrement bien dans Uber, c'est cette complémentarité, c'est cette recherche d'avoir plusieurs modes. Et moi, en tant que consommateur, je ne veux pas rouler en Uber à chaque fois, mais j'ai des besoins particuliers pour lesquels Uber est une parfaite réponse. Et puis j'en ai d'autres qui sont d'autres réponses à d'autres problèmes que je rencontre. On a parlé à certains moments, vous avez toujours abordé la question des enjeux. À votre avis, globalement, pour les 5 prochaines années, par exemple, pour une région comme la région liégeoise, pour son écosystème numérique, ses startups ou ses entreprises, c'est quoi, ou ses écoles, son enseignement, ses écoles supérieures et son université, c'est quoi l'enjeu fondamental? Sur quoi est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment mettre l'accent pour justement dépasser un peu les difficultés que l'on rencontre actuellement? Bruno. Éducation, numéro 1. Smart City. Continuer le fantastique écosystème qui existe en entrepreneurial ici à Liège, avec l'InSquare, avec IDSite, avec l'ensemble Gotaro. Je veux dire, je suis bruxellois et je suis très content d'être bruxellois, mais quand je vois ce qui se passe à Liège, c'est vraiment impressionnant. Et donc il y a un véritable écosystème qui combine à la fois les compétences, à la fois le volet financement, à la fois le lien académique. Et donc je pense que ces éléments, éducation, écosystème entrepreneurial, le volet Smart City, Liège a pris beaucoup d'initiatives en matière de Smart City. Continuer à connect the dots, à connecter l'ensemble d'initiatives. Et je pense que Liège est bien armé pour tirer son épingle du jeu en matière numérique. C'est une question très locale, évidemment, quand Oui, on a une vision mondiale. J'aurais presque envie de poser la question à à Bruno. Et est-ce qu'aussi, et peut-être que je utilise un cliché maladroit qui n'est pas liégeois mais plutôt belge, cette espèce de conservatisme, cette espèce de on regarde d'abord ce que fait le voisin avant peut-être de se lancer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois un problème de mentalité dans le bassin liégeois et ou en Belgique en général, où, contrairement justement aux Américains qui sont plutôt on fonce et on assumera après, des mentalités à changer pour pouvoir justement créer plus d'innovation et prendre plus de risques en Belgique et particulièrement à Liège. Ça, c'est une question ouverte. Je n'ai pas la prétention de... On va aussi poser la question à Joost, qui a aussi un regard venu manifestement de l'autre côté de la frontière linguistique. Comment vous voyez justement, on parle beaucoup actuellement de la Wallonie, de la façon dont elle gère un certain nombre de dossiers, etc. Comment vous voyez l'esprit chez nous par rapport à l'innovation et au développement numérique? Ouais, évidemment, je n'ai pas une grande visibilité sur la scène ici en Liège. Pas encore. Quand vous serez à Liège bientôt, oui. Oui, évidemment. Mais juste en général, je vois moi-même quand... Alors on rit parce qu'évidemment, il y a Pascal Alberti qui met un tweet « Netis peut racheter Google ». Ben oui. Vas-y. Mais si moi je regarde un peu les jeunes, je me compte parmi les jeunes encore, c'est oui, que je vois déjà un peu de changement de mentalité.
les jeunes avant, c'était vraiment, j'ai fini mes études à l'université, je veux commencer dans une grande boîte. Et ça commence à changer. On n'est pas encore au niveau comme aux États-Unis. Donc, c'est un peu l'allusion à l'actualité dans le domaine politico-financier et aussi technologique d'ailleurs. Oui. Donc, je vois que ça commence à changer. Moi aussi, j'ai étudié à l'étranger. Et là, c'est encore plus. On n'est pas au niveau comme aux États-Unis ou même, par exemple, au Singapour, mais je vois que ça change. La culture évolue. Bruno? Oui, indéniablement. Je disais que l'entrepreneuriat est hype. Chez nous, à Solvay, on a toujours, dans l'école de commerce Solvay, formé des bons professionnels pour la grande entreprise. Pour la première fois l'année passée, la mineure qui a été le plus choisie par les étudiants du master, c'est la mineure entrepreneuriale. Et en plus, les grands employeurs, les bons employeurs, les employeurs des entreprises à forte croissance valorisent les activités entrepreneuriales des étudiants. C'est des éléments qui comptent dans leur CV. Donc moi, je pense que les jeunes, je les vois parmi mes étudiants, ils ont vraiment évolué, ils intègrent les manières de créer des entreprises dans le lean, dans le business model innovation, et je le ressens à Liège comme je le ressens à Bruxelles. Il y a une question qui vient de passer, mais je pense qu'il n'y a pas le moyen d'y revenir maintenant. Si, la question de Céline, c'était plutôt que de vouloir être les maîtres du monde, si vous voulez être vraiment humaniste, est-ce que, enfin ça c'est moi qui ajoute, mais la suite est dans la question, est-ce que vous ne devriez pas plutôt être citoyen du monde, avoir une vision plus axée sur le développement de la citoyenneté de chacun? Ou bien c'est ce que vous voulez faire, François? Ah ben voilà. Finalement, les maîtres du monde de l'économie numérique ne devraient-ils pas être citoyens plutôt que GAFA Natou? On est dans le philosophique, mais oui, bon, mais je trouve que enjeux, hein. Bruno a un petit peu déjà répondu à la question dans son speech en disant que le numérique permet justement aussi, entre guillemets, d'amener ces dimensions de citoyenneté, d'amener un débat beaucoup plus ouvert. Est-ce que ce rôle incombe uniquement à Google? Pas. Par contre, est-ce que Google a une responsabilité à jouer? Certainement. Et moi, je trouve que justement, dans l'évolution, que ce soit de la culture d'entreprise de Google, des choix sociétals qui sont faits, il y a vraiment une prise de responsabilité qui est faite parce que Google se rend compte qu'aujourd'hui, il devient un acteur clé, puissant, et qu'il a une responsabilité justement à délivrer par rapport à ses utilisateurs et les États où il est présent. Après. Jos, parfois, il y a quand même une certaine... hésitation par rapport à ces grands principes qui sont mis en avant, on va créer un monde meilleur, etc. Est-ce que le but d'une entreprise, quelles que soient les révolutions industrielles, n'est pas tout simplement de se développer en faisant le maximum d'argent? Et tant mieux si ça procure aussi par surcroît un certain bien-être pour la population, mais ce n'est pas l'objectif. Je pense que, comme Uber, notre société, par le modèle de business que nous avons, nous sommes toujours bien implantés dans la ville où nous opérons. Nous avons, comme moi, j'ai fait partie d'une équipe d'opération et nous voulons vraiment offrir un service qui sera utile pour les utilisateurs, pour les chauffeurs, oui, mais également pour la ville même et pour les citoyens. Oui, Bruno? Alors, moi, je pense que quand je vois ce qui motive les créateurs d'entreprises, c'est vraiment résoudre des problèmes. Et la motivation intrinsèque au départ, c'est plus ne pas travailler dans une grande entreprise, avoir quelqu'un qui vous dise ce que vous devez faire toute la journée, que gagner de l'argent. Et c'est vraiment cette notion de customer pain, de problème du client qu'on a envie de résoudre. Et je crois que pour avoir donné 5 ans à TP sur l'histoire de Google, la motivation de départ, elle est clairement là. Après, on résout des problèmes, on doit composer avec des actionnaires, mais il y a toujours cette volonté de changer le monde qui est extrêmement présente chez Google, qui est extrêmement présente chez Apple aussi, chez Facebook et Amazon également, de vouloir aller dans tous les compartiments de la société où ils peuvent changer les règles du jeu. Mais alors, je t'interromps parce qu'il y a une question intéressante ici qui embraye directement, on y revient. C'était, est-ce que... Quand est-ce qu'on mange? Il n'y a pas... Non, c'était pas ça. Oui, ah ben oui, quand est-ce qu'on mange? Non, c'était un peu plus élevé, c'était la nourriture spirituelle, c'était quelles sont les limites éthiques
que doivent se fixer les nouveaux maîtres du monde? Alors, la Mais devise ça en de, vrai sur ce que tu disais. la devise de hein. Google, c'est Don't be evil. Voilà. Donc, ne Est-ce fais- que les GAFA, Natou, fixent une limite éthique à leur développement? Excuse-moi. Alors, la devise de Google, c'est Don't be evil. Je ne suis pas du tout lié ni directement ou indirectement à Google. Alors, pour moi, le risque de dérive est immense. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il y a moyen de le contrôler. En attendant, j'estime que pour l'instant, quand on analyse l'histoire de Google, à part un micro-incident, il y a eu extrêmement peu de critiques par rapport à l'éthique. Et quand on regarde ce que Google a apporté non seulement aux bêtes citoyens que je suis, mais aussi à énormément d'autres citoyens dans le monde, on a une grosse valeur ajoutée. Mais oui, la dérive est là, et donc les pouvoirs publics, les gouvernements, le monde associatif doivent assurer des garde-fous par rapport aux dérives Mais ils qui comprennent sont à peine potentielles ce qui est en immenses. train de se passer. Moi, je pense pas. Les Je pense qu'il y responsables a, politiques il y a des gens comprennent à peine ici, ce qui se passe. peut-être au niveau politique, mais dans le monde associatif, je pense qu'il y a des gens ici qui comprennent exactement les choses. Et quand on discute avec certains lobbies de citoyens, ben, ils comprennent les dérives, ils comprennent les risques. On l'a vu au niveau de la privacy, au niveau des Ben, procès justement, il y a une question. qui ont été faits. GAFA, Natou apportent des innovations au détriment de notre vie privée. C'est un choix C'est pas un personnel. thème Non, non. nouveau, mais il Non, est non. récurrent. Il existe. C'est Il une inquiétude qui existe, il ne faut pas le nier, et c'est votre choix individuel de donner ou de ne pas donner l'information. Et quand je vois des gens extrêmement pointus qui me font la morale sur le fait que « Ah, mais je ne veux pas, moi, ma vie privée », c'est les premières personnes qui sont super contentes d'avoir des moteurs intelligents et de l'intelligence artificielle qui leur identifient exactement ce qu'ils veulent et ils sautent de suite. Non, non, pour ça, je veux bien partager mes données. Donc chacun doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec qui ? François, Non, Mr. Google. peut-être aussi ajouter par rapport à ça, c'est qu'on est conscient effectivement de ce risque, on est conscient de ces interrogations de nos responsabilités et de cette pression grandissante justement du citoyen qui, comme disait Bruno, commence aussi à former une masse influente et on ne se voit pas la face. Je pense qu'une grande partie du business model de Google repose aussi sur la confiance de ses utilisateurs. Et donc je peux vous assurer qu'on se rend compte que finalement c'est un peu un colosse au pied d'argile et que si on devait faire trop de maladresse, comme tu le disais, on perdrait la confiance de nos utilisateurs. Je donne un exemple concret, mais ça fait 6 ans que j'essaye de visiter le data center de Mons. C'est comme une fierté belge d'avoir un des 3 data centers de Google en Europe, dans notre chère Wallonie. Je ne suis même pas autorisé à rentrer dedans pour des raisons de sécurité. Voilà, si je vous pour dire jusqu'où va la peur que ça serait déformé ou vu comme des dérives. Tu as demandé le Finalement, diropo. la seule chose qui rassure face à ces maîtres du monde, c'est qu'ils ont besoin de nous. C'était le tweet qui paraissait juste maintenant. Oui, c'est un peu ce que je dis. en train de dire. Effectivement, c'est qu'il y a une relation de confiance qui s'installe, elle est bilatérale, et on ne peut pas être une société à succès aujourd'hui si on n'a pas un échange et une relation de confiance avec les utilisateurs de nos produits. Joost, c'est aussi ça qui est important pour Uber, essayer de développer un socle de confiance, et c'est ça qui permettra un rapport de force qui vous permettra de sortir un peu de la situation actuelle. Oui, je pense pour Uber, c'est un niveau différent parce que notre société, Uber, n'utilise pas le advertising pour générer les revenus. Mais d'autre côté, allez, nous mettons des gens dans la voiture d'une autre personne, ce qui demande aussi une relation de confiance qui est très, très important pour nous. Il reste 5 minutes. Il y a quelque chose que vous avez aussi tous les trois abordé en disant c'est the next big step, c'est l'intelligence artificielle. Alors on ne va pas détailler dans le menu tout ce que ça pourrait apporter. Pour vous, les principaux enjeux de ce monde nouveau régi par l'intelligence artificielle, c'est quoi selon vous, François ? Merci, pas facile comme question. Je vais essayer de répondre très humblement et là c'est un bouleversement total. Oui, total. Et qui... À côté de ça, la révolution Internet, c'est quand même presque de la petite bière. Je suis d'accord. Effectivement, on est au début d'une nouvelle ère où tout va s'accélérer et je peux comprendre que ça fasse peur d'un premier abord. Ma conviction, c'est que ces avancées et ces percées vont permettre, d'une part, de développer des innovations qui auraient été peut-être
peut-être plus compliquées ou plus longues à développer par des humains. D'autre part, je peux m'imaginer qu'il y aura des jobs qui vont être créés ou des transferts de jobs. Et donc, il y a peut-être des choses que l'intelligence artificielle fera à la place d'hommes, mais inversement, il y a des jobs qui vont être créés grâce à ça. Donc, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour pouvoir dessiner les enjeux, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même une valeur ajoutée et des solutions qui vont être mises en avant et des progrès grâce à ces nouvelles technologies, grâce à l'intelligence artificielle. Bruno? Je pense que ce sera une révolution. Elle risque d'être douloureuse. Il faudra réinventer la place de l'homme avec de l'humain, du citoyen à l'intérieur Récemment, de il y a 2 intelligences artificielles qui ont commencé à communiquer et ont développé un langage apprenant. commun Oui. que les humains ne comprennent plus. Exactement. On y est déjà? Exactement, on y est déjà. Et alors, il y a un article la semaine passée dans MIT Sloan Review, donc du MIT à Boston, qui expliquait que même le volet managériel, ça veut dire qu'on va pouvoir remplacer une série de managers. Et il décrivait les types de fonctions qui allaient être les plus touchées au niveau des managers. Donc on a eu la révolution de l'Internet, la robotique, l'automatisation, puis on l'a eu au niveau de l'Internet, maintenant on l'a vraiment au niveau de l'intelligence artificielle. Par contre, je pense qu'on sera au départ moins touché que les autres pays. Il y a une étude hier qui a été révélée par Manpower à Davos et qui explique que la Belgique est un des pays qui va le moins licencier de travailleurs à cause de l'automatisation. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà des salaires extrêmement élevés, donc on a un haut niveau de productivité, notamment grâce à l'automatisation, et donc on est un petit peu en avance par rapport à beaucoup d'autres pays. Donc je pense qu'on doit utiliser ce temps-là pour avoir une réflexion sur la place de l'homme dans l'entreprise, au niveau des décisions, au niveau des choses aussi qu'on peut développer, qui peuvent créer de l'emploi. Joost? Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup à ajouter à tout ça. On a abordé déjà beaucoup. Je ris parce qu'il y a une question. Qui arrivera le premier à Liège, le tram ou Uber? Alors, vous ne connaissez pas sans doute la saga du tram liégeois, et qui a aussi un volet politico-européen et autres, mais voilà. Ah, ok. Donc oui, on aura des voitures autonomes qui vont remplacer la tram. Peut-être qu'en effet, on aura un tram Uber autonome. Mais justement, l'intelligence artificielle, elle est aussi au cœur de ce développement-là. Vous en avez parlé quand vous avez parlé d'Uberpool. Oui, absolument. Absolument. Les voitures autonomes, ça va venir. Je ne peux pas vous dire quand exactement, mais je pense que c'est bien clair. Mais pour toutes ces innovations, oui, il y a la technologie, mais il y aura toujours aussi la discussion au niveau de législation, mais aussi au niveau d'adaptation d'habitude des personnes pour accepter cette technologie. Par exemple, maintenant, nous avons déjà des voitures autonomes en test à Philadelphia ou en Pittsburgh. Oui. Et là, il y a des gens qui ne veulent pas entrer parce que c'est une voiture autonome. Ils n'ont pas de la confiance. Donc, avant qu'on peut développer ou dérouler ces nouvelles technologies en masse, il faut d'abord avoir cette discussion dans la société, dans le gouvernement. Oui, exactement. Vous avez tous les 30 secondes pour dire quelque chose que vous avez encore sur le cœur et que vous n'avez pas eu l'occasion de dire. Bruno. Je pense qu'on vit une époque formidable, elle est dangereuse, mais la vie commence au moment où on sort de sa zone de confort, et tout ce qui s'invente nous offre des perspectives incroyables qui vont nous forcer à changer, nous forcer à évoluer. Mais si c'est comme quand on est à vélo, hein, si on s'arrête, on tombe, on en discutait là tout de suite, et donc on revient je pense aux technologies de base, là, mais elles sont toujours fondamentales. tout à fait, mais Oui. c'est la même chose. Il y a une forme de darwinisme économique. C'est la même chose pour nous. Nous sommes des êtres en construction. Continuons à évoluer pour ne pas subir. Oui, ça va un peu dans ton sens, mais je dirais, à la limite, je n'ai pas à convaincre les gens qui sont dans cette salle parce qu'ils sont déjà convaincus de la valeur ajoutée des nouvelles technologies, mais effectivement, résister ne sert à rien. Il vaut mieux accompagner le changement et se remettre en question plutôt que... Il y avait du beurre sur les croque-monsieur. Hein. Et donc, non, voilà, je veux dire... Voilà, le changement a du bon, et effectivement, il amène des turbulences, mais la valeur ajoutée et l'accélération qui est en train de s'opérer est inévitable. Donc, il vaut mieux opérer le changement plutôt. Embrace the future. Voilà. Joost, dernier mot pour toi. Oui, je pense
en effet que c'est très important d'avoir une discussion saine autour des nouvelles technologies, mais pas dans un cadre de résistance, mais plutôt d'encadrer ces évolutions. Et pour conclure, oui, si vous êtes à Bruxelles, vous êtes le bienvenu d'utiliser Uber. Mais je sais aussi, après ce soir, que si nous arriverons à Liège, que nous serons les bienvenus pour améliorer votre besoin de mobilité. Ok. Et moi, je vais simplement dire que je vous remercie parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de vous avoir ou d'avoir vos entreprises qui acceptent comme ça de débattre et de discuter, même si c'est via des tweets. Mais je trouve que c'est audacieux et ça va dans le bon sens, qui consiste à essayer de dire les choses et de les aborder ensemble, franchement, plutôt que de rester chacun dans son coin. Merci à vous. Un grand merci à vous tous. C'est plus long que d'habitude, mais merci, merci. Et là-dessus, on va enchaîner avec les live tweets. Donc, si vous avez quelque chose à annoncer, c'est le moment. Non, juste avant, j'aimerais dire un tout grand merci à toute l'équipe du Café Numérique. Alors, je parle de l'équipe de la saison 1, de la saison 2, de la saison 3, de la saison 4, de la saison 5, 6 et jusqu'aujourd'hui, la saison 7. Merci à vous, les gars, pour mouiller votre chemise comme vous le faites. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on arrive à des événements comme ceci. Merci aux orateurs, merci aux partenaires, merci à tous. C'est grâce à vous et merci aussi à vous. Un grand applaudissement pour vous tous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent prendre la parole et profiter de la soirée pour annoncer quelque chose? Chris. Merci. Un rapide live tweet, #recrutement. Donc chez Team 6, une agence de performance digitale liégeoise. On est aujourd'hui 30 collaborateurs, 16 ans d'expérience. On recherche des experts en référencement, SEO, SEA, gestionnaire de projet, développeur Drupal, Magento et WordPress. Voilà, n'hésitez pas à venir me retrouver. Merci. Quelqu'un d'autre? C'est l'occasion, c'est l'instant. Une fois, 2 fois, 3 fois. Merci à tous d'avoir participé. On se retrouve dans 15 jours. Ciao. Pas l'occasion de te serrer la main. Bravo. Hein.